Bonjour, cette vidéo va traiter des évolutions des solutions de protection endpoint, dites EPP, Endpoint Protection Platform, et de ces nouvelles fonctionnalités dites Next Generation, EDR, XDR, et éventuellement des évolutions architecturales qui sont proposées par les éditeurs sur leurs solutions pour répondre aux besoins des SI. Alors dans un premier temps, nous avons vu dans l'article du blog qu'historiquement, les EPP avaient, une base de données, de signatures, virales qui leur permettait de faire des détections sur des menaces de type connu. Nous avons également vu que l'évolutivité des malwares, notamment avec des malwares de type polymorphe, mettait à mal ces capacités de détection et donc les éditeurs, en l'occurrence, Free Software, a développé, des algorithmes heuristiques afin de répondre à ces fameuses, menaces non connues. Toujours dans ce chapitre de l'évolution des menaces, est arrivé, l'avènement des menaces dites complexes, qui sont en capacité, notamment grâce à des actions d'obfuscation, de contourner les capacités de détection, des antivirus sur la base des bases de données, de signature et sur les ensembles heuristiques. Moyennant quoi, les éditeurs ont décidé qu'il était important de développer ce qu'on appelle maintenant, des fonctions Next Generation. Alors, qu'est-ce qu'une fonction Next Generation? Quand on parle d'un EPP, eh bien, il s'agit en fait, de l'ajout de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des algorithmes prédictifs pour mettre en place des fonctions de machine learning, qui vont permettre en fait de détecter ces fameuses menaces, complexes en sus des autres menaces qui étaient déjà détectées. Donc on va voir, en allant regarder directement dans une stratégie pour poste de travail, de quoi il retourne. Alors, enfin quand la fenêtre voudra bien s'ouvrir, voilà. Alors donc on est sur la brique anti-malware qui est en fait la brique historique de protection, des logiciels antivirus. Celle qui, notamment utilisait historiquement, les bases de données de signature virale et les algorithmes heuristiques et là, vous pouvez voir que on va avoir des fonctions d'hyperdetect, donc qui nous disent que, cette fonction est une couche de protection supplémentaire, qui a été designée spécifiquement pour détecter, les attaques de type avancé, les activités suspicieuses et ce, à un stade de pré-exécution. Donc en fait, pour, la faire courte, ce module nous propose, d'éviter l'exécution d'activités malicieuses et d'attaques de type avancé. Le Advanced Anti-Exploit, se propose, de détecter, les différentes étapes, d'une chaîne d'attaque et donc, de comment dire? De paramétrer, des réponses sur ces types d'incidents. Donc là, typiquement, privilege escalation, il est tout à fait possible donc de lui indiquer de kill process. LSAS protection, on connaît tous les problèmes sur la base LSAS, à savoir qu'un attaquant qui prendrait la main sur une machine aurait besoin, enfin en tout cas va chercher à extraire le contenu de la base LSAS, notamment pour aller récupérer les hash Kerberos qui lui permettraient ensuite d'aller se faire un golden ticket et de se retrouver NT Autorité System sur tout le réseau. Donc voilà, ce sont, des algorithmes prédictifs et du machine learning, qui viennent en appui, des bases de données, de signature antivirus et des algorithmes heuristiques pour mitiguer, les menaces de type avancé, qui ne seraient pas prises en charge par ces 2 moteurs de détection historiques. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de solutions next-gen. C'est, des solutions qui vont proposer des nouvelles briques de protection qui, elles, vont s'appuyer sur un mode, d'apprentissage de l'application et qui va définir un comportement nominal pour, les modules, les applications, les systèmes et cetera.
Donc là, on vient de pointer du doigt, ce que les éditeurs appellent, une fonction next generation. Maintenant, on va s'intéresser à l'EDR. L'EDR pour Endpoint Detection and Response. Donc l'idée ici, c'est que vous avez en fait, sur chaque firewall, une sonde IDS qui est embarquée et qui va en fait remonter de la télémétrie, dans la console de Bitdefender Gravity Zone pour aller alimenter, l'équivalent d'un SIEM. Donc en fait, on est sur des applications hybrides désormais. Il ne s'agit pas simplement d'un EPP, c'est un EPP avec des capacités de détection étendues et une capacité de réaction sur incident, tel qu'un SIEM nous le proposerait. Et donc, les développeurs de chez Bitdefender ont trouvé intéressant, de déployer une sonde IDS sur chaque poste pour créer, en plus de la télémétrie initiale, de la télémétrie, réseau. Parce qu'en fait, ça va faire un maillage réseau entre les différents postes et donc ça va permettre de remonter de la télémétrie des systèmes, des applications, mais également de la télémétrie réseau et c'est ce qu'on va appeler le cross detection. Donc là, une fois que la sonde est déployée, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle une interface de gestion serveur incident. Alors pour les biens de la démonstration, j'ai été sur Raycar, le site que tout le monde connaît, pour, faire un test, de malware sur une URL compromise. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que, l'événement est référencé comme URL malicieuse. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que sur la droite, il y a une fonction ViewGraph. Et là, on arrive sur les capacités d'investigation étendues et sur cette fameuse capacité de réaction sur un incident. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que, il vous propose un graphe. Donc l'événement qui a causé l'alerte, se trouve ici. Mais vous voyez qu'ils ont corrélé toutes les informations qui, nous intéressait, en rapport avec cet artefact qui est donc l'objet de l'alerte. Donc ils ne se contentent pas de vous présenter, un artefact qui serait problématique, il vous met toute la chaîne d'événements qui a conduit à l'alerte en question. Donc là, vous voyez que le poste concerné, c'est celui-ci, que, il y a un process, de Microsoft Edge, qui a été utilisé pour aller se connecter sur une URL qui donc est référencée dans la base, de réputation, de Bitdefender comme étant potentiellement malveillante et donc vous voyez ici qu'il vous dit, «Alerte, vous êtes sur une URL malveillante» et donc en cliquant dessus, hop là, on va avoir un panneau, d'investigation qui s'ouvre. Alors ici, vous voyez qu'il y a le statut. Donc évidemment, quand vous avez un événement, l'idée, c'est de dire que vous êtes en train de faire une investigation dessus. Si vous avez déterminé qu'il s'agit d'infos positives, bah, de le mettre immédiatement ici. Comme ça, s'il devait y avoir à nouveau une détection sur ce type, sur cette URL ou sur ce type de fichier, si vous cherchez à télécharger le fameux malware, il saura en définitive que ça avait été traité en amont et qu'il s'agit d'infos positives. Donc il ne remettra pas forcément une alerte sur cette URL-là et en fait, il va ajouter une exception, dans la liste, une exclusion dans la liste, des exclusions, anti-malware, de sorte que, quand vous allez, vous connecter, sur internet, d'ailleurs c'est plutôt la protection web, il va vous laisser passer parce qu'il saura qu'il s'agit d'un faux positif. Donc ça, c'est intéressant à savoir déjà. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs panneaux. Vous avez le panneau détail de l'alerte. Donc ici, hop, vous regardez, vous avez tous les détails possibles, au sujet de votre alerte. Ici, vous avez également, les renseignements réseau concernant, l'URL, donc vous avez l'adresse de connexion et cetera. Hop. Ensuite, vous avez la capacité d'investigation. Alors là, c'est pas divisé par section. En fait, si vous regardez, toutes les informations sont sur un seul panneau et sont divisées par les sections qui sont présentées ici. Mais donc en réalité, quand vous appuyez sur investigation, il remonte simplement la fenêtre, à l'endroit, concerné. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un seul appareil, donc il vous indique quel appareil est concerné. Si ça avait été, une liste d'appareils qui avaient été concernés, vous auriez la liste complète et vous pourriez travailler directement sur les appareils concernés. Ensuite, vous avez les capacités de remédiation.
Alors là, il vous dit que la seule chose à faire dans ce cas précis, c'est d'ajouter une exclusion dans la stratégie afin de vous laisser accéder au contenu, recherché. Bien entendu, dans un cas d'usage normal, vous vous assurez que l'URL, n'est pas, potentiellement, malveillante avant d'y ajouter une exclusion. Donc là, on est sur les actions de remédiation. Ensuite, vous allez avoir les détails de l'information. Donc là, il va vous dire, oui, la problématique a été détectée sur telle URL, le remote port, c'est celui-ci, le protocole utilisé, celui-là, la méthode HTTP, c'était du GET, et cetera. Et donc vous allez avoir, absolument, toutes les informations nécessaires, notamment l'application source de l'alerte. Donc là, en l'occurrence, Microsoft Edge. Pour les biens, de la démonstration, je vais regarder sur un autre type d'artefact, car je voudrais vous montrer, les différents types, d'informations qui sont transmises par la console. Voilà, parfait. Donc là, on va parler d'une application. Donc là, vous voyez que, dans les, capacités de remédiation, cette fois-ci, vous avez la possibilité d'envoyer le sample, dans la sandbox pour analyse. Vous avez la possibilité de cliquer sur virus total pour aller vérifier si le hash du fichier ou de l'application que vous souhaitez contrôler n'est pas déjà connu comme des artefacts malveillants. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Hop. Ou après, vous pouvez aller faire des recherches sur Google. En remédiation, il vous propose de tuer le process, c'est-à-dire de fermer l'application, ou d'ajouter le fichier en exception. Alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez dans les process info, vous avez process name, l'identifiant du process, command line, à savoir la commande qui a été tapée par l'application quand elle s'est exécutée. Ici, dans les files info, bon, vous avez également les informations d'utilisateurs et dans le file info, vous voyez que vous avez votre chat 256 ou MD5 qui vous sert quand vous faites le contrôle sur virus total à vérifier que l'artefact ne soit pas déjà connu comme quelque chose de malveillant. Ici, vous avez le numéro de série du certificat, le chemin d'accès de l'application. Vous voyez quand même que, l'interface est assez verbeuse, sur, les événements qui ont mené à cette alerte et ça permet évidemment à des, administrateurs d'agir beaucoup plus vite sur, des événements et donc d'avoir la réaction appropriée face à une menace, qui mettrait en danger le système d'information, à défendre. Une autre chose intéressante, dans cette console, c'est qu'il vous propose l'équivalent d'une dollar MFT, et donc il va vous, faire sous forme de liste, tous les événements qui ont amené à l'alerte, qui, donne lieu à investigation. Donc ça, on est vraiment, sur, une console EDR avec, de la remontée SIEM et des capacités de réaction sur détection. Donc, voilà de quoi on parle quand on parle de EDR. Pour ce qui est du XDR, l'idée c'est que c'est du cross detection, donc comme je vous disais précédemment, l'idée c'est d'avoir des télémétries croisées, de ne pas avoir uniquement des télémétries système ou les télémétries d'applications, de sécurité. On veut aussi avoir de la télémétrie réseau. On veut pouvoir éventuellement, ajouter des solutions tierces de sécurité en remontée de télémétrie dans la console. Et donc, il nous propose, donc dans la fonction EDR, une fonction XDR, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais il vous propose également, ce qu'on appelle du threat hunting. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez détecté, une menace, et que vous cherchez à savoir si cette menace serait pas présente sur votre réseau, vous allez faire ce qu'on appelle une recherche par indice de compromission. Alors ici, vous pouvez voir, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon la vidéo durerait très longtemps, mais vous voyez que vous avez la possibilité, de choisir, les catégories, de remontée
que vous allez avoir, dans le threat hunting. Vous allez pouvoir aussi sélectionner le type de technologie, que vous souhaitez utiliser pour effectuer ce fameux threat hunting et vous avez donc la capacité également d'aller créer des sets, de stratégies de détection. Donc là, l'idée, c'est d'aller configurer soi-même ces triggers et donc, pour information et parce que je sais que la question est souvent posée, mais oui, l'application prend en charge, des instructions de type Yara Rule. Donc avec, ces fonctions de Threat Explorer, de DR, de machine learning et d'apprentissage de l'application, on est déjà sur des solutions dites de nouvelle génération avec des fonctions, d'investigation et de réaction avancées. C'est de ça dont on parle quand il s'agit de DR et quand on parle du XDR, eh bien, en fait, c'est la même chose sauf que, on parle, de cross detection, donc avec des détections croisées. La dernière brique importante de ces nouvelles fonctions, qui sont associées à l'EDR, XDR et aux fonctions de nouvelle génération, c'est, cette notion de risk management. L'idée étant que, l'application va calculer un score de risque, en fonction, de différentes thématiques. Donc les thématiques sont les suivantes: les mauvaises configurations, les vulnérabilités d'application, le comportement, des utilisateurs qui présentent un risque, les machines et plus précisément les utilisateurs. Dans le cas qui nous concerne, on aura essentiellement des détections, security risk sur les mauvaises configurations parce que, pour les biens de la présentation, j'ai déployé cette plateforme pour un client unique et donc forcément, en termes de remontées, on n'est pas sur, des remontées, usuelles. Donc là, 2 choses qui sont intéressantes, c'est que vous voyez, il y a un score de sévérité, un type, de mauvaise configuration et donc, à partir de là, l'idée c'est que si vous, mitiguez, cette vulnérabilité, votre score de sécurité va être, incrémenté ou décrémenté d'ailleurs, du pourcentage, de sévérité de l'action que vous avez entreprise. Ensuite, ces actions se classent en 2 catégories dans la console, celles qui peuvent être réglées automatiquement depuis la console de l'application et celles qui nécessitent une action, humaine. Bon, dans tous les cas, vous me direz qu'il y a besoin d'une action humaine, car il faut bien un humain derrière l'application, mais là, en l'occurrence, il s'agit plutôt de devoir directement interagir avec les systèmes concernés et vous allez voir que l'application est intéressante. Pourquoi? Parce que dans un cas, elle va vous permettre de gérer, directement le risque à partir de la console de l'application et des fois ce n'est pas possible. Et là, vous voyez, il vous dit: «This risk cannot be fixed automatically. Apply the recommended setting configuration manually to mitigate it». Donc en fait, si vous regardez au-dessus, vous avez le détail des actions à entreprendre pour pouvoir mitiguer, ce type de risque et donc décrémenter votre score de risque, des 30 de sévérité, la vulnérabilité détectée, heu, fait courir sur votre entreprise. Donc là, c'est le cas où, il n'est pas possible de traiter directement le problème depuis la console. Voyons voir si on arrive à trouver un événement qui soit, fixable directement depuis la console, c'est le cas ici. Donc, pour sécuriser les communications RPC, il vous suffit d'aller cliquer sur Fix the risk et il va aller directement, faire les modifications sur les machines concernées. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était les présentations des, fonctions de nouvelle génération des EPP qui présentent en fait, les évolutions, sur ce type de solution. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée à tous.